Bonjour et bienvenue en 2024 pour le 41e épisode d'une semaine en comics. Un épisode où on va parler, comme d'habitude, de quelques sorties récentes, puisque, ça y est, c'est reparti, les premières parutions de l'année sont sorties, même si, cette semaine, les sorties en question se trouvaient exclusivement du côté de chez Panini. Mais on va commencer par une sortie de 2023, c'est Love and Rockets, les couves des frères Hernandez, paru chez Comics Initiative. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un recueil des couvertures des 50 numéros de la première série, qui a été publié aux États-Unis de 1982 à 1986. Ça fait des mois et des mois que je promets de consacrer une vidéo à Love and Rockets, et à un moment donné, je finirai quand même par le faire. Pour rappel, Comics Initiative a entamé la publication de l'intégrale de Love and Rockets en 2022, ce que personne en France a jamais réussi à faire, malgré plusieurs tentatives depuis presque 40 ans. Et là, on en est à 6 tomes parus, les tomes 5 et 6 sont sortis en novembre dernier, en même temps donc que ce volume. Et pour l'occasion, Comics Initiative a publié un très très beau bouquin, très grand format, d'ailleurs j'arrive même pas à le cadrer dans son entièreté, couverture toilée, et à l'intérieur un papier bien épais, et du coup une qualité optimale du rendu des couves. En quatrième de couverture, il y a une citation de Moebius, que je trouve assez extraordinaire, à propos de la couverture du numéro 1 de Love and Rockets, où il dit quand même « J'espère un jour atteindre un tel niveau, quand je regarde la couverture, elle est parfaite. » Alors, de la part de Moebius, je sais pas du tout dans quel contexte il a prononcé cette phrase. Si Michael Jérôme passe par là, peut-être qu'il pourrait nous en dire plus. Mais dans le genre adoubement par un des plus grands de la bande dessinée, on peut quand même difficilement rêver mieux. Et en plus, c'est vrai qu'elle est absolument parfaite, cette couverture. Niveau dessin, niveau composition, elle est assez incroyable. Et puis, la suite est quand même pas dégueulasse non plus. Et puis, ça donne surtout à voir à la fois la diversité d'inspiration des frères Hernandez. On a de la science-fiction, on a de l'aventure, du fantastique, du bizarre, du tragique, du comique, et puis on a aussi toute la diversité des styles dont sont capables les frères Hernandez. Et au sommaire, on a donc les couvertures des 50 numéros de la série originale, plus les back covers, plus de temps en temps quelques bonus. Et puis en fin de volume, on a aussi les couvertures des trade paperbacks et des recueils qui ont réédité différentes histoires tirées de Love and Rockets. Et à mon avis, c'est pas un bouquin qui est exclusivement réservé aux fans absolus de Love and Rockets. Ça peut aussi être une manière intéressante d'aborder la série, strictement du point de vue graphique, mais en même temps, ça donne parfaitement bien le ton de la série. Et si ces couvertures vous séduisent, il y a quand même de fortes chances pour que les histoires qui se trouvaient à l'intérieur de ces numéros vous plaisent tout autant. Terminons en précisant que l'album fait 144 pages, format 35 par 25 cm, et qui vous en coûtera 35 €. On est d'accord, c'est pas donné, mais à mon avis, la qualité de l'objet les vaut largement. On va rester dans les beaux livres avec une des premières nouveautés de l'année chez Panini, Daredevil Echo, Quête de Vision, écrit et dessiné par David Mack. Là aussi, on a droit à un bel objet, format 31 par 21 cm, dos toilé, et à l'intérieur, un très beau papier mat qui rend idéalement bien les planches de David Mack. À l'intérieur, on a rien d'inédit puisqu'il s'agit des épisodes 51 à 55 de la deuxième série de Daredevil,
des épisodes qui datent de 2003, et que Panini avait initialement publié dans leur collection Marvel Graphic Novels en 2005. Par contre, je me demande s'ils avaient été réédités depuis. Il me semble que ces épisodes ne figurent pas dans les Daredevil en Marvel Deluxe. Panini a réédité l'an dernier en Marvel Must Have la première apparition d'Echo par David Mack et Joe Quesada, mais ces épisodes-ci, je sais pas trop. Si vous connaissez une édition plus récente que celle de 2005, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires. Et donc, de quoi parlent ces épisodes ? En gros, David Mack revient sur les origines d'Echo. On a vraiment deux parties dans ce récit. Une première sur son enfance, sur sa surdité, et comment elle a compensé ce handicap. Et puis, on a une deuxième partie où elle renoue avec ses origines amérindiennes, et ce qui va donner lieu à un long face-à-face entre elle et Wolverine. C'est plutôt pas mal, notamment dans la première partie, où David Mack insiste pas mal sur la manière dont Echo a utilisé les arts pour communiquer. Mais l'intérêt premier de ce récit, c'est vraiment sa partie graphique, qui est quand même assez incroyable, à la fois dans sa technique et dans sa composition. On pense forcément au travail de Bill Sienkiewicz, notamment sur la manière dont David Mack met en scène l'enfance d'Echo, qui rappelle ce qu'avait fait Sienkiewicz sur Elektra, dans Elektra Assassin, avec Frank Miller. Et puis, c'est aussi assez impressionnant la manière dont David Mack s'approprie le style de peintre célèbre. Par exemple, ici, où il pastiche Van Gogh et Picasso. Alors, on est évidemment très loin des canons esthétiques des comics de super-héros traditionnels, mais je trouve ça assez splendide. Et donc, pour l'occasion, j'avais vraiment envie d'en profiter dans les meilleures conditions possibles, en grand format, sur un papier qui convient bien aux planches de David Mack. Et de ce point de vue, je suis pas déçu. Panini a fait là du chouette boulot. Je suis en général pas le dernier à leur tomber dessus quand ils font un boulot qui me déplaît. Et quand ils font du bon boulot, la moindre des choses, c'est de le dire aussi. Et donc, cette édition me convient très bien. Côté traduction, elle est signée Khaled Tadil. Bon, c'est pas mauvais, mais on va dire que c'est souvent une version condensée du texte original. En règle générale, on estime qu'un texte anglais traduit en français est environ 10% plus long. Et ici, en moyenne, il doit facile être 25% plus court. À la lecture, il n'y a pas de grosses erreurs ou de contresens qui m'ont sauté à la figure. Après, je ne me suis pas amusé à comparer page par page non plus. Mais sur les quelques pages où j'ai fait la comparaison, c'est clair que le texte perd en précision et en nuance. Quoi qu'il en soit, ça reste un très bel objet, qui encore une fois met parfaitement bien en valeur les planches de David Mack. L'album fait 128 pages, grand format, et il est vendu 22€. Terminons par une autre nouveauté Panini de la semaine, le dernier tome du Daredevil de Chip Zdarsky, avec au dessin Raphaël de la Torre sur le premier épisode et Marco Checchetto sur les 3 derniers. Et c'est pas très bon. Mais c'est finalement assez représentatif de l'ensemble du run de Chip Zdarsky sur Daredevil. C'est décevant, et je crois surtout que ça s'adresse pas aux vieux lecteurs de la série, ceux qui ont aimé le travail de Frank Miller ou Dan Nocenti et John Romita Jr. De votre côté, si vous avez un ressenti différent sur la série, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. Ce dernier tome, en fait, c'est même pas la conclusion de l'affrontement entre le poing et la main. Ça, en fait, c'était le tome précédent. Et tout ça tombait franchement à plat. Ici, il reste plus à Matt Murdock qu'à faire le ménage derrière lui et à réparer ce qui est encore réparable. Je reste volontairement flou pour pas spoiler. Et au final, depuis les débuts de Chip Zdarsky sur cette série, il aura quand même passé son temps à mettre en scène un Matt Murdock qui passe la moitié de son temps à commettre
erreur sur erreur, et l'autre moitié à geindre et à se flageller pour ses conneries. Et à la longue, c'est devenu vraiment pénible cette manière de traiter le personnage. Tout ce qu'il entreprend échoue, et Murdoch passe son temps à se remettre en question, mais toujours une fois qu'il est trop tard. Ça avait commencé par la mort accidentelle d'un truand qu'il avait causé au début de la série, et ça se termine ici quand il découvre la véritable nature de ce en quoi il croyait et ce pourquoi il s'est battu. Et du coup, vas-y que je m'auto-flagelle une fois de plus pendant des pages et des pages. C'est pénible. Et je parle même pas de tout l'aspect religieux de l'histoire, qui me gonfle au plus haut point. Oui, c'est un élément qui existe dans la mythologie du personnage, mais de là à lui accorder une telle importance, et puis surtout à faire de Matt Murdock l'espèce de cul béni qu'on a dû supporter pendant une bonne partie de la série, franchement c'est trop pour moi. Après, tout est pas mauvais non plus. Ici, ça donne un dernier épisode plutôt chouette, qui, d'une certaine manière, met en scène l'après Daredevil, et qui sert en quelque sorte de prologue à la nouvelle série, avec Saladin Ahmed au scénario et Aaron Kuder au dessin. Et puis, justement, côté dessin, là, on a le meilleur de ce que cette série a pu nous proposer, c'est-à-dire Marco Checchetto en artiste principal, et Raphaël de la Torre en suppléant. Et c'est dommage qu'ils aient pas pu assurer l'intégralité de la série et qu'on ait dû se taper notamment du Mike Hawthorne pendant un certain temps. Bref, tout ça aurait été globalement assez décevant, avec de bonnes idées par-ci par-là, rarement exploitées jusqu'au bout. L'élément le plus important, ça restera sans doute l'évolution d'Elektra, que je trouve plutôt intéressant, mais là aussi on peut avoir un avis tout à fait contraire. Au final, c'est moins pire que ce qu'a fait Charles Soule avant lui, mais vraiment, je pense pas que le run de Chip Zdarsky restera dans les annales. Au mieux, on pourra voir ça comme une sorte de parenthèse, mais qui comprend plus d'échecs que de réussites. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi désormais retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.